Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire sur le marketing du SI qui est animé par Talisker. Je m'appelle Jean-Luc Dagron et j'aurai le plaisir d'être l'animateur de ces 3 quarts d'heure qu'on doit passer ensemble, ou 1 heure si vous êtes vraiment curieux. Quelques informations préalables. S'il vous plaît, mettez-vous en mute, mais allumez votre vidéo, ce qui permet de voir tout le monde, et ça c'est plutôt agréable. N'hésitez pas à poser les questions dans la zone de conversation. On se donnera le temps d'y répondre à la fin, les lauréats, mais aussi les experts Talisker. Et on peut démarrer. On aura 3 temps dans ce webinaire. Le premier concernant les lauréats des trophées du marketing du SI. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Sinclair d'Edenred, qui a obtenu alors, les lauréats 2019, puisque 2020 était une plutôt mauvaise année pour plein de choses, y compris pour les trophées du marketing, puisqu'il n'y a pas eu de cérémonie. Donc Véronique a été lauréate pour Edenred en 2019, et j'ai le plaisir également d'accueillir Diana Out et Isabelle Martinez, qui sont de Pôle emploi et qui avaient obtenu également un prix en décembre 2019 lors de ces trophées du marketing. Donc elles vous diront ce qu'elles en ont tiré et est-ce que ça a changé de ce que ça a changé alors. Est-ce qu'on peut, maintenant que je vous ai présenté, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Véronique, ce qu'est Edenred, et je pense qu'on connaît un petit peu, mais la DSI d'Edenred? Bonjour à tous et à toutes. Edenred, c'est d'abord l'inventeur du ticket restaurant et c'est devenu au fil des dernières années plutôt une fintech, parce qu'on vend plusieurs produits, solutions de paiement à destination principalement des employés des entreprises et des comités d'entreprise. Donc, avec des marques que vous connaissez, Ticket Restaurant, mais aussi Cadeos, Mes Clubs, avec ProWebCE. Et la DSI d'Edenred, c'est combien de personnes, comme ça, pour se donner une idée de volume? Combien d'utilisateurs, combien de personnes, ce qui fixe un peu les volumes? Oui, en termes de DSI, on a environ 150 personnes. Et on sert donc sur nos solutions ticket restaurant, là où on a le plus de users, environ 1,5 million users sur notre appli mobile. Il y a les users. Super, merci beaucoup. Diana ou Isabelle, je ne sais pas qui veut présenter Pôle emploi. Je ne sais pas si on présente Pôle emploi, mais qui veut présenter Pôle emploi et surtout sa DSI. Eh bien, Pôle emploi, bonjour à tous. Diana Out, je suis directrice adjointe à la DSI de Pôle emploi et en charge de la partie déploiement et valorisation des produits du système d'information. Donc, Pôle emploi, tout le monde connaît l'organisme public, donc s'occupe à la fois de l'indemnisation des demandeurs d'emploi et de l'appui à la recherche d'un nouvel emploi. Donc, Pôle emploi, en termes d'agents, c'est 55 ou 56 000 agents selon les comptages, mais on est plus de 50 000 utilisateurs du système d'information. Et la DSI, c'est 1600 personnes réparties sur 13 sites géographiques sur des territoires métropolitains. Ça, c'est le bonheur des trophées du marketing, c'est qu'en fait, on accueille des candidats qui ont des tailles assez différentes et pour autant, les solutions qu'ils proposent sont souvent assez inspirantes, soit pour l'un, soit pour l'autre. Donc, toutes les entreprises sont bienvenues sur ces trophées parce qu'il y a toujours des bonnes idées à prendre. Et justement, dans les dossiers que vous aviez présentés, les unes ou les autres, qu'est-ce que vous mettriez en évidence? C'est-à-dire, quels étaient les résultats, ce que vous avez mis en lumière pour les trophées et à votre avis, ce qui vous a fait gagner en fait? C'était quoi dans vos dossiers? Peut-être Diana pour inverser les rôles, ou Isabelle, je ne sais pas comment vous répartissez le sujet. Eh bien, Isabelle va présenter
On a eu une démarche globale marketing qui a été créée par étapes et nous voulions présenter cette démarche et ses réalisations lors des trophées. Et donc, on a effectivement présenté une démarche globale en peu de temps. C'était assez compliqué. Donc, on a axé la présentation sur comment on a créé et d'où on est parti et où on est arrivé sur la partie marketing de la DSI. Et on a illustré ça par 3 réalisations concrètes, dont un portail que l'on a créé, qui est accessible partout, c'est profilé par métier utilisateur. Tous les travaux que l'on a réalisés sur l'écoute utilisateur et puis l'offre de services de la DSI qui a été mise en visibilité, publiée sur le portail que l'on a ouvert. Donc, on a monté le dossier sur ces 3 axes-là. Très bien. Et vous, Véronique, pour Edenred, quels étaient les points mis en avant dans votre dossier? En fait, nous, on a présenté une démarche globale d'amélioration continue. Et donc, au sein de cette démarche d'amélioration continue des pratiques de la DSI, donc on est vraiment parti finalement de la satisfaction client interne. On a commencé avec une enquête de satisfaction et donc on a présenté dans le dossier 8 réalisations concrètes. Et donc là, ce matin, je voulais vous parler plus précisément de 2 exemples concrets. Donc, je ne sais pas si on y revient tout à l'heure, Jean-Luc, ou si je les présente. Ça m'intéresse qu'on en parle maintenant. Ouais. Ouais. Donc à gauche, en fait, vous voyez une démarche qu'on a appelée Fix the Basics avec 2 actions. Donc, d'abord, une enquête très profonde, une enquête qualitative qu'on a menée avec une trentaine de collaborateurs de différents services qui ont différents besoins en termes SI. Et surtout, on a créé une équipe volante de différents métiers de la DSI. Donc, c'est la photo que vous voyez là avec les petites vestes rouges où on est allé finalement au contact des utilisateurs dans les services pour récolter finalement des irritants qui sont souvent pas suffisamment gros, je devrais dire, pour que les gens appellent le support. Et donc là, on était auprès d'eux pour leur donner des trucs et astuces sur Office 365 ou sur différentes applications. Et puis à droite, donc un hackathon qu'on a organisé, donc qui mixait des équipes métiers et SI. Donc la consigne, c'était vraiment d'avoir 3 services représentés dans chaque pizza team. Et donc là, c'était l'occasion d'abord pour nous de faire un peu de pédagogie et d'apprendre au métier. Donc, certains ne savaient pas ce que c'était qu'un hackathon, donc de leur montrer ça. On a fait venir un coach en design thinking qui a pu aussi former sur la méthode, qui a pu former sur l'art de faire un pitch en 3 minutes. Donc, ça a beaucoup plu parce que ça a déjà fait connaître la DSI. Ça leur a appris quelque chose et puis ça a été un bon moment de convivialité aussi pendant toute une journée. Je note que les trophées, c'est souvent prétexte à créer des vêtements parce que j'ai un souvenir de Pôle emploi qui avait des t-shirts assez sympas. Donc, je vois que Edenred a fait des vestes. Donc, il semblerait qu'il y ait une histoire textile autour des trophées. En tout cas, il y a un support textile assez régulier. Et une des questions qu'on nous pose, nous, organisateurs, que les clients nous posent généralement, c'est difficile de monter un dossier pour les trophées. Et ça, c'est assez, pour eux, il y a toujours une grande angoisse autour de est-ce qu'on va y passer beaucoup de temps, est-ce que c'est compliqué. Et justement, Véronique, est-ce que vous pouvez nous dire cette construction de la démarche des trophées, est-ce que ça a été facile, est-ce que c'était comment est-ce que ça a été construit en fait, au-delà de, vous nous avez dit ce que vous aviez présenté, enfin le panel. Est-ce que ça a été est-ce que ça a été facile à construire en fait?
Je dirais que le support des trophées est assez aidant, en fait, ça nous guide, puisqu'il s'agit finalement de raconter notre histoire, hein, mais il y a déjà, enfin, vous fournissez un template et donc il s'agit de bien illustrer toutes nos actions. Donc, non, ça n'a pas été compliqué de remplir le dossier, hein. Bon. Et de votre côté, Pôle emploi, ça a été une charge lourde, c'était compliqué? Alors, peut-être sur les difficultés, on a eu des moments de doute, fait que finalement notre dossier soit différenciant. C'est vrai que c'est un excellent moyen de savoir si on est dans la bonne mouvance, parce que quelque part, choisir un angle de présentation du dossier, bien illustré, trouver la bonne formulation pour que ça parle à un public non Pôle emploi, parce qu'on est vraiment souvent dans les entreprises, dans un jargon interne entreprise, on va le dire comme ça, et de sortir un peu de cette bulle et présenter ce que l'on fait. Le doute était plutôt là, mais très instructif, et finalement ça a permis d'avoir des succès au-delà d'un trophée, un succès d'équipe. Alors là, pour le succès, je vais peut-être laisser la parole à Diana, mais voilà, au niveau de la difficulté, c'est surtout peut-être lever ce moment de doute et de se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on est différenciant ou pas, et puis forcément savoir gérer son stress, mais ça c'est là aussi Bon, la réponse est facile. très ouais, il faut y aller. Ouais, faut y Question aller. de succès, Diana, je te laisse peut-être parler de cette partie-là. Oui, Ouais, ça, c'est la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on revient avec le trophée? Parce que j'ai quelques clients qui sont revenus pour lesquels il y avait une grande fierté à l'exposer dans le bureau, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Peut-être, ouais, Diana répondait, ouais. oui, effectivement, ça nous a permis de valoriser la démarche marketing, puisque dans une DSI, une grosse DSI comme la nôtre, 1600 personnes, on va dire qu'on ne côtoie pas nos collègues au quotidien sur tous les sujets. Donc, on a bénéficié d'une visibilité grâce à ce trophée, via des articles, via effectivement des échanges aussi dans certaines réunions avec les directeurs et les adjoints de direction pour exprimer un peu qu'est-ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, et partager ce succès-là. Après, le trophée en tant que tel, il est dans le bureau du DSI, donc effectivement, il y a un côté agréable de voir que c'est ainsi valorisé. Et l'autre point, et Isabelle l'a dit, c'est un succès d'équipe, c'est-à-dire que dans la préparation du dossier, on a démarré assez tôt, on avait démarré au mois d'avril-mai de l'année 2019, et puis on a étalé bien évidemment les contributions sur les mois, et surtout on a embarqué l'équipe, hein, presque une dizaine de personnes sur le brainstorming autour du choix des thèmes, de l'angle d'attaque, et ensuite derrière dans la contribution, la relecture, on a embarqué assez large. Et l'autre point, c'était aussi d'avoir le sponsorship de nos directeurs et du DSI qu'on a eu assez tôt et qui nous a permis d'avancer jusqu'au mois de décembre. Et question subsidiaire, est-ce que la com de Pôle emploi a repéré ça ou pas? Parce que souvent, ça arrive, enfin, c'est un événement plutôt professionnel et plutôt, j'allais dire, un écosystème IT, quoi. Donc, voilà, la résonance, elle est plutôt comme ça. Très souvent, le sujet est aussi un peu attrapé par la com pour dire, enfin, qui est toujours à la recherche de qu'est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on n'aurait pas candidaté à quelque chose quelque part pour mettre en valeur l'entreprise. Ça a été détecté ou pas par la com? Ça a été relayé en interne? Oui, tout à fait. Isabelle est en lien au quotidien, puisqu'elle s'occupe de la communication autour des produits du système d'information. Donc, elle est en lien avec la communication DSI plus institutionnelle et avec la communication nationale. Donc, les articles qui ont été publiés sur l'intranet, ils ont été publiés à la fois sur l'intranet de la DSI et sur l'intranet de Pôle emploi, donc visible de tous les agents. Donc, effectivement, on a bénéficié aussi de cette visibilité partagée avec tout le réseau Pôle emploi. Et chez vous, Véronique, comment ça a été perçu, comment est-ce que vous êtes rentrée victorieuse de ce trophée? D'abord, une grande fierté en interne à la DSI. Et je dirais peut-être un effet d'entraînement, parce que quand on lance une démarche comme ça, en mettant le client au centre de nos réflexions,
bah, il y a toujours voilà, certaines réticences de certains collaborateurs de la DSI en se disant est-ce qu'on va dans le bon chemin et tout ça. Et donc, le fait de ramener le trophée, c'est aussi de dire, ben, voyez, en fait, il y a une vraie reconnaissance de la part de, voilà, du milieu enfin, à l'externe. Hein. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, donc continuons. Et puis, juste parler un petit peu du contexte. Je ne sais pas si vous aviez vu dans la presse à l'époque, mais nous, on avait subi donc une cyberattaque. Je n'ai pas remis le couteau dans la plaie. Ah oui, je crois 10 jours avant de gagner le trophée. Et donc, ouais, voilà, je trouve qu'on n'a pas pu surfer énormément sur la vague là, de la communication interne pour faire buzzer un petit peu ce beau prix qu'on avait reçu. Par contre, ça a été vraiment l'occasion au niveau du comité de direction de prendre conscience finalement des efforts que la DSI faisait pour servir les métiers et du fait que voilà, c'était pas acquis toutes les entreprises, hein, et donc ils étaient plutôt chanceux de nous avoir à leur côté. Voilà. Ouais, effectivement, parce que ce qu'on note généralement des retours des trophées, c'est que c'est très fédérateur pour les équipes parce qu'il y a un côté, on a gagné quelque chose. C'est toujours intéressant de gagner en équipe parce que ça soude l'équipe, le succès soude l'équipe. Enfin, le dossier soude l'équipe, le succès encore plus, mais le dossier souvent soude l'équipe. Et effectivement, il y a une reconnaissance de la part des directions générales, des métiers, pour se dire, après tout, on n'a pas la pire DSI du monde, parce que généralement, la DSI est quand même toujours un peu, voilà, un peu chahutée. Et là, il y a ce côté, la reconnaissance par les pairs, qui est toujours assez valorisante pour les DSI, de dire, ouais, vous voyez bien que j'avais raison. En tout cas, que je suis, comme vous le disiez, sur la bonne voie. Merci. Juste pour terminer cette première partie de retour des lauréats, il y a un certain nombre de gens qui sont connectés, un certain nombre se disent quand même, j'aimerais bien y aller, mais je ne sais pas, est-ce que j'y vais, parce qu'ils sont tous très timides. Quel conseil vous donneriez, vous, Isabelle ou Diana, à ceux qui hésitent ou à ceux qui disent je vais y aller, mais je ne sais pas très bien comment m'y prendre? Maintenant que vous êtes vous avez l'aura des gagnants, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ceux qui sont sur la ligne de départ? En quelques mots, ce serait plutôt oui, jouer le jeu quoi, et participer parce qu'au-delà du prix, le fait de participer, ça nous aide à progresser et se transformer. Déjà, ça met à plat, ça permet de mettre à plat ce qu'on est en train de faire en montant le dossier. Hein, ça se structure. C'est un bel exercice de prise de hauteur, de projection, puis aussi d'essayer de se synthétiser sur ce qu'on va présenter. Donc, jouer ce jeu-là, au-delà du prix, c'est top. Le discours, faut essayer d'être simple, percutant, pas de long texte lu. Ça, c'est sûr que pour l'auditoire, c'est plus facile d'avoir des mots simples et concis. Et puis, laisser parler les équipes avec leurs propres mots et ce qu'elles souhaitent montrer. Parce que justement, si pas de trophée, il y aura ce sentiment de fédération et de valorisation qui sera quand même. Et je termine par le fait qu'effectivement, nous aussi, le DSI était là. On a eu des directeurs qui sont venus nous soutenir et qui ont entendu le discours des autres et partagé justement avec les actions des autres et se dire qu'on était dans la bonne ligne de ce qu'on attendait d'un service marketing. Et donc, c'était une belle soirée pour ça, un partage. Pour ceux qui n'étaient pas présents, on avait changé le format en 2019, où en fait, plutôt que d'avoir un système de dossiers et puis de présentation un peu longue, on était parti sur un système avec des stands où chacun présentait quelque chose. Donc, il y avait un côté mise en scène physique du dossier. Alors, Pôle emploi était venu, je disais, avec des t-shirts, des tas de goodies dans tous les sens. C'était assez drôle et c'était vraiment sympa. Et ensuite, il y avait un pitch sur scène qui était de quelques minutes. Donc, il y avait un petit côté Jamel Comedy Club, c'était drôle, où les gens montaient sur scène. C'était vraiment en mode pitch, donc ça allait assez vite. Et donc, du coup, ça rendait le sujet un peu dynamique. L'objectif, c'était effectivement que les gens échangent entre eux autour de ce sujet-là et que ça soit un moment qu'il y ait un melting pot d'idées, puisqu'on avait des sociétés quand même qui ne se ressemblaient pas du tout, et ça, c'était assez drôle. Mais j'ai souvenir l'équipe Pôle emploi était particulièrement
j'allais dire dissipé, non, dynamique. En tout cas, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. C'est en ça que l'idée de l'équipe, l'idée des t-shirts, c'est l'équipe qui avait eu cette idée et on se disait, bon, c'est peut-être un peu too much. Et puis finalement, on a laissé faire et les t-shirts sont toujours avec nous. Ah, Donc, on les sort en souvenir. non, C'est collector. il Nous, on n'a pas le trophée sur notre bureau, on a un t-shirt. n'y a jamais rien de too much en communication. On peut forcer le trait, c'est toujours sympa. Mais en tout cas, enfin, je suis convaincu que ce format-là a permis à des équipes qui, enfin en tout cas, il y avait un côté intention de l'équipe qui était assez forte et on se sentait quoi. Et ça, je pense que ça a été largement remarqué. Et vous, Véronique, alors qu'est-ce que vous dites à ceux qui se disent je ferais bien, mais je suis pas sûr. Chez nous, on a une plus petite DSI, hein, donc vous l'avez compris, on n'a pas de service marketing de la DSI. Mais c'était l'occasion voilà, d'embarquer tous les collaborateurs de la DSI dans cette démarche. Donc, au-delà des petites actions qu'on peut mener et qui sont, je dirais, plus isolées, là, de participer au trophée, ça permet de créer vraiment un objectif fort. Hein. Moi, je ne peux que recommander, en tout cas, de participer à ces trophées et pour vraiment mettre le client au cœur de la démarche d'amélioration des pratiques, parce qu'au final, on travaille toujours pour un but, pour un objectif qui est évidemment la satisfaction du client. Participer sans hésiter. Et comme le disait Isabelle, même s'il n'y a pas de trophée à la clé, il y a la démarche de participer et d'être tous convaincus d'un objectif à atteindre, quoi. Oui, et alors on l'a pas souvent, mais je trouve il y a un point qui serait vraiment top, c'est venez avec des clients. Si on avait une direction métier ou des utilisateurs qui venaient vendre le dossier de la DSI, je pense que normalement, celui-là, il emporte tout de suite le trophée. Merci beaucoup à toutes pour ces présentations et vos retours d'expérience sur ces trophées. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant, on a un sujet, Isabelle Gallenberg intervient sur le sujet de la relation client, qui est un point qui est important parce qu'à la fois, on a l'impression, c'est un peu comme le catalogue de services, on a l'impression que c'est à peu près mature partout et en fait, je ne suis pas certain, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ensuite, on passera à une séance de questions-réponses ad lib, à la fois sur les dossiers qui ont été présentés et sur les entreprises qui étaient là, et puis sur le sujet qu'Isabelle va nous détailler maintenant. Isabelle. Bonjour, donc Isabelle Gallenberg, associée chez Taliscare. N'hésitez pas effectivement à mettre vos questions comme vous l'avez déjà commencé à faire dans le fil de discussion et on les traitera à la fin. Donc, on va vous parler de la relation client de la DSI. Donc, premier point, la DSI a des clients. Ça commence à être un petit peu mature sur le marché. On a beaucoup entendu, mais non, nous DSI, on a une fonction interne, on a des collègues, on n'a pas des clients, sauf que vos métiers vont aller chercher des fournisseurs en dehors de l'entreprise. Donc, vous avez des clients et donc, il faut les traiter comme tels avec une relation appropriée. Et donc, il y a une fonction qui s'est beaucoup développée sur le marché et qui maintenant vraiment se généralise et commence à être mature. C'est la fonction de business partner, aussi appelée BRM, Business Relationship Manager, ou encore d'autres termes qu'on a pu trouver auprès de nos propres clients ou des entreprises qu'on accompagne. Et il se trouve que ça prend des formes très, très différentes et que les entreprises se cherchent beaucoup sur ce rôle-là et sur comment le mettre en place et le maturer au maximum. Il s'avère qu'en fait, aujourd'hui, le business partner, il peut avoir 3 casquettes différentes si on le modélise. On retrouve sur le marché, comme chez Air France, comme chez un acteur majeur de l'assurance français ou encore chez Naval, un BRM ou un business partner qui va se rapprocher du rôle de delivery manager. Donc, ça sera un mini DSI ou un responsable fonctionnel en charge de la qualité de service sur un domaine vis-à-vis du métier. Le défaut de ça, c'est qu'il va peu adresser les enjeux métiers stratégiques. Il va être plutôt en mode fournisseur et capacité de réalisation et garant de la qualité de service. Ensuite, on trouve un rôle de facilitateur, où là, on l'a trouvé chez Veolia, chez Auchan ou encore chez L'Oréal. C'est des exemples, mais il y en a plein d'autres.
où il a plutôt un rôle d'animateur à la frontière entre la DSI et le métier et le client, si c'est autre chose qu'un métier, pour faciliter la relation, la fluidifier, aller collecter les besoins, s'assurer du bon traitement, suivre la satisfaction du client à la phase de build et la phase de run. Petite précision, ce business partner, il peut adresser un périmètre fonctionnel, métier, il peut adresser un périmètre opérationnel, par exemple des usines, il peut adresser un périmètre géographique. Chez Auchan, au niveau de la DSI Group, ils avaient des business partners en charge de la relation avec les pays pour faciliter la cohérence globale du système d'information dans l'ensemble des pays. Et donc, finalement, le client de ces business partners n'était pas des métiers, mais des DSI locaux dans les pays. Chez Damartex de mémoire, leurs clients, c'était des régions. Donc, on n'a pas que des modèles avec des clients qui sont représentés par des métiers. Et l'ultime but, c'est que ce business partner apporte vraiment de la valeur et de l'influence auprès du métier. Et donc là, il prend un rôle de conseil. Et vous avez peut-être remarqué qu'il n'y avait aucun logo à côté de cette boîte-là, tout simplement parce qu'on l'a très, très, très peu vu aujourd'hui. La difficulté de ce rôle de business partner, c'est qu'on voit qu'il a 3 fonctions. Il doit à la fois maîtriser les opérations, maîtriser le métier et avoir ce rôle de facilitateur. Et c'est assez compliqué à adresser. Et pourquoi il doit avoir ces 3 casquettes? Parce qu'il doit représenter le point de contact privilégié du client au sein de l'organisation DSI. Et en réalité, ça ne se matérialise pas toujours comme ça. Par exemple, l'assureur que je cite là, actuellement, on lui dit si tu veux prendre ces 3 casquettes systématiquement, tu vas être sur le chemin critique de tout. Et finalement, on n'a pas besoin de toi partout. Et le métier va s'en trouver insatisfait. Et je résiste à répondre aux questions que je visualise, je vais les fermer. Et donc finalement, en fonction de la qualité de service du système d'information, des métiers concernés, il y en a qui sont plus ou moins exigeants, de la maturité des autres directions adjacentes à la DSI, comme la direction architecture par exemple, ou la direction sécurité ou autre, ce business partner va prendre un rôle légèrement différent. Et donc, il ne faut pas hésiter à l'affiner et à l'ajuster en fonction de votre contexte. Autre exemple d'ailleurs que je n'ai pas dit, dans les business partners qui ont plutôt un rôle de delivery manager, on a vu par exemple chez Maïsadour, en fait des business partners qui sont des anciens DSI de domaines fonctionnels. C'est-à-dire qu'il y avait une multitude de DSI, ils ont été fusionnés en une DSI Group. Et donc, ces anciens DSI ont pris ce rôle de business partner et ont abandonné la casquette de DSI. Donc, ça a été une façon de garder la compétence interne et la connaissance du système d'information, très métier, tout en donnant un nouveau rôle à ces personnes-là qui se retrouvaient fusionnées dans une organisation plus globale. Et donc, ce qu'on voit, c'est que au-delà de la capacité à maîtriser la qualité de service et reporter au client et suivre sa satisfaction, il y a un vrai enjeu pour le business partner de sortir de son bureau, d'aller voir le métier proactivement et d'être en capacité de l'influencer. Aujourd'hui, les métiers, ils sont dragués constamment par multitude d'éditeurs, d'ESN et autres qui viennent leur proposer plein de nouveaux projets, plein d'innovations ou éventuellement des améliorations très opérationnelles qui répondent à leurs besoins. Et l'image qu'ils ont de la DSI, encore très souvent, c'est long, ils nous disent toujours non, et donc on souhaite avoir plus de proactivité et plus d'images modernes de la part de la DSI. Donc le business partner, il a aussi pour rôle de sortir sur le terrain et d'être au contact de son client, d'écouter tous les signaux faibles, et d'aller dans la communication non pas purement transactionnelle, mais aussi relationnelle, aller prendre des cafés avec eux, partager leurs enjeux constamment. On a beaucoup entendu des business partners dire « oui, mais on aimerait bien faire ça, sauf que notre client ne nous laisse pas le faire ». Parce qu'il refuse de nous faire part de ses enjeux stratégiques, parce qu'il nous refuse de nous mettre au codir métier. Le sujet, c'est qu'une fois qu'ils ont le droit, un peu en forçant les choses, d'arriver au codir métier, en général, ils restent en mode écoute et ils ne proposent pas des choses à présenter, à apporter. Et du coup, assez naturellement, petit à petit, le métier arrête de les inviter au codir métier et ils perdent cette relation-là et donc cette capacité à être disruptif dans leur accompagnement.
Donc, il y a un vrai enjeu et il y a plein de solutions possibles. Il y a les discovery tours, il y a des démos à faire, il y a des sensibilisations sur ce que c'est la 5G, ce que c'est que le cloud ou autre, est-ce que ça va apporter au métier. Il y a les accompagnements sur le terrain, comme Edenred a montré l'exemple. Bref, il y a plein de choses. Et en gros, le business partner doit faire le premier pas. Il faut qu'il arrête d'attendre qu'on lui ouvre la porte. Et il faut qu'il mette le pied dans la porte et qu'il saisisse cette occasion pour apporter de la valeur. Et là, ça va pérenniser sa capacité à accompagner les métiers et les métiers vont commencer à l'écouter. Donc, il y a vraiment un enjeu de nourrir de propositions, d'influence le client du business partner au profit ensuite de l'organisation complète de la DSI. Donc, ce qu'on voit, c'est que cette relation client, finalement, elle doit à la fois maîtriser les opérations, parce que quand quelque chose ne marche pas, évidemment, on ne va pas les proposer quelque chose d'innovant, il faut déjà sécuriser ce qui ne marche pas. Cette relation client, elle doit être entretenue, enrichie, maintenue dans le temps, à la fois sur l'opérationnel, mais aussi de façon plus soft sur le terrain. Et cette relation client, elle doit apporter des propositions, de la capacité d'influence, de la valeur à travers plein d'initiatives proactives de la part de la DSI. Et on sait que c'est compliqué. Et en plus, cette relation client, elle doit être incarnée par quelqu'un qui, en général, est assez flottant dans l'organisation de la DSI, ne dépend pas hiérarchiquement de direction et dépend souvent hiérarchiquement directement du DSI lui-même. Donc, il doit être en capacité d'influencer la structure interne de la DSI sans en être le chef hiérarchique, ce qui implique un certain tact et un certain sens politique. Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que ce profil est très compliqué à trouver et c'est souvent des profils de très bon niveau, pas des tout jeunes qui ont juste le côté relationnel, vraiment des profils de très bon niveau et qui cumulent des compétences variées, de la capacité de mobilisation des opérationnels sans se substituer à eux, puisqu'ils vont se sentir dépossédés de leur sujet et ils vont mal le prendre. Une capacité à parler au métier, de comprendre vraiment le domaine métier concerné et aller sur le terrain. Une capacité de négociation, puisque l'idée, ce n'est pas non plus de dire oui à tout ce que demande le métier, c'est bien de défendre aussi les intérêts de la DSI quand c'est nécessaire. Et le bon relationnel, évidemment, comprendre la réalité opérationnelle IT et être force de proposition et force de conseil. Donc, voilà, c'est des gens en général assez seniors. On a vu chez certains de nos clients que Sanofi, par exemple, que recruter ce type de profil impliquait les métiers. C'est-à-dire qu'ils mettaient les métiers sur le chemin critique du processus de recrutement en organisant des entretiens de recrutement avec le métier qui sera adressé par le business partner pour vérifier que le fit existe. Donc, c'est un exemple comme un autre. L'autre point, c'est que ce genre de profil, c'est compliqué effectivement à trouver et donc et parfois compliqué à occuper à temps plein. Donc, pour les DSI de taille plus moyenne, ce poste, il peut être cumulé à un autre rôle de management comme un responsable de domaine fonctionnel, par exemple. Et là, le risque, c'est de glisser plutôt vers du delivery manager exclusivement. Et donc, il faudra trouver le profil adapté. Mais vous pouvez mutualiser les postes sur une même personne. Merci beaucoup, Isabelle. J'ajoute un point pour la sélection du business partner. On peut aussi le prendre chez le client directement. On a le droit d'aller le voler chez le client. Je vous propose qu'on passe à la phase de questions-réponses. Donc, j'en ai un certain nombre qui s'affichent. Pardon, je suis en train d'ouvrir. Il y a eu pas mal de… il y a une question sur qu'est-ce qui a motivé la participation au trophée, au-delà de qui… comment est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour dire on candidate? Chez vous, Véronique, c'est quoi? Quelle a été l'étincelle? L'étincelle, c'était de convaincre mon équipe d'apporter une attention vraiment particulière à ce sujet. Ok, ça permet de mettre le focus sur la relation client, sur la communication de la DSI, Très bien. Ouais. Et sur la valeur qu'on apporte.
Et chez vous, Isabelle et Diana? C'était une idée qui trottait depuis quelques temps, puisqu'Isabelle avait même assisté à des trophées sans y participer les années précédentes pour voir un peu comment ça se passait et puis un petit peu se remettre en question, se mettre en question. Après, la décision d'y aller en 2019, parce qu'on commençait à avoir des réalisations très concrètes qui nous semblaient intéressantes à partager. Et on s'est dit, c'est la bonne année pour y aller. Il y a une question aussi qui est autour de est-ce que vous avez eu besoin de convaincre votre direction pour y aller? Ça s'est fait dans quel sens justement? Est-ce que c'était une intention de la direction de dire il faudrait qu'on fasse quelque chose, ou est-ce qu'au contraire ça venait des équipes marketing qui disent on aimerait bien dans quel sens c'était? Véronique, chez vous, j'imagine que c'était vous qui avez drivé le truc. Oui, bah, chez moi, effectivement, c'est moi qui a drivé le truc et je n'ai pas demandé la permission, je dirais, à ma direction pour candidater. Mais chez Pôle emploi, qui est une DSI plus grosse, c'est venu comment? Est-ce que c'est la DSI de Pôle emploi qui a dit il faudrait qu'on fasse quelque chose, ou est-ce que vous avez d'abord eu à les convaincre eux? La graine était plantée l'année précédente. Et du coup, j'ai laissé Isabelle compléter, mais ça s'est fait dans les deux sens, en fait. Il n'y a pas eu besoin d'insister, mais on était lancés, en fait. Oui, ils nous ont dit c'est eux qui nous ont parlé des trophées, en fait, en disant tiens, il y a des trophées du marketing, ce serait intéressant, comme vous créez justement ce département, d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, etc. Et puis, donc là, c'est plutôt, l'idée était impulsée par la direction. Et une fois qu'on y a été, c'est peut-être plus nous qui avons été moteurs en disant allez, on y va en 2019, quoi. C'est vrai qu'ils avaient toujours tendance à attendre que tout soit vraiment ficelé, calé, terminé. Et donc, on a peut-être un peu insisté en 2019 pour se dire allez, nous, on se sent prêt à aller montrer ce qu'on fait, même si tout n'est pas terminé, et d'être candidaté. Il y a une phrase que j'aime beaucoup du fondateur de LinkedIn qui dit si vous n'avez pas honte de votre produit, c'est que vous l'avez sorti trop tard. Et donc ça veut dire que voilà, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Franchement, on a connu, je ne dévoilerai pas tous les secrets des trophées, mais on a connu des dossiers qui se sont quand même montés à l'arrache en quelques jours, voire quelques heures, et qui ont eu des prix. Je ne dirais pas qui, mais on a connu ça. Donc, quelquefois, il y a eu des élans de dernière minute sur j'ai quelque chose à raconter, et ça marche. Il y a une question sur comment la fonction marketing apparaît ou non dans l'organisation de la DSI. Je laisse Isabelle Galambert répondre sur ce sujet-là, parce que vu qu'on en croise beaucoup, on a une vision assez large de comment on s'incarne le marketing dans la DSI. Oui. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de responsables marketing de la DSI qui se déclinent un peu différemment selon les contextes. Chez certains clients, comme par exemple Total, au niveau de la DSI Group, il y a une direction marketing de la DSI avec des profils d'ailleurs anciennement très marketing, qui ont un passé IT mais très marketing. Et donc, ils couvrent l'ensemble des sujets, catalogue, com et autres. Expérience client, etc. Et puis, on a des responsables marketing qui vont plutôt être dans un CIO office, par exemple, qui va aussi gérer la qualité, la méthodo ou autre. Et puis, je dirais qu'on trouve une troisième déclinaison qui est une personne qui va être en charge de la communication, plutôt, de la DSI, et qui va travailler sur la communication sur les projets à succès ou autres, et qui va être en support de la DSI sur ces aspects-là au sein de la DSI, et qui va travailler en articulation avec la direction de la communication groupe, bien sûr. C'est un peu les trois déclinaisons qu'on voit sur le marché aujourd'hui, mais ça se multiplie vraiment. Mais il faut bien faire une différence entre effectivement la notion de marketing de la DSI qui est présente dans toutes les DSI à des maturités assez différentes et à des volumes assez différents, et la création de la fonction. Donc, certaines vont jusqu'à la fonction, et d'autres, pour d'autres, c'est diffusé un peu partout. C'est un peu comme l'innovation. Voilà, est-ce qu'il y a une direction d'innovation ou est-ce que tout le monde innove? Et c'est pas, encore une fois, ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'innovation, qu'il y ait du marketing. Après, qu'il y ait une tête, quelquefois ça aide, et ça dépend aussi beaucoup de la taille de la DSI. Il y a une question là sur laquelle il faudrait qu'on fasse un webinaire entier, c'est quelle est la différence entre client et utilisateur? C'est là où j'ai résisté à répondre, justement. Mais vas-y, je t'en prie, Jean.
Alors, je donne juste un embryon de réponse là-dessus. C'est assez complexe cette différence-là parce que les clients sont tous utilisateurs et les utilisateurs ne sont pas forcément clients. Et historiquement, dans les DSI, on a beaucoup travaillé avec les clients parce que c'était eux qui payaient. Et donc, tout simplement, on travaillait avec eux. On a un peu délaissé les utilisateurs. La consumérisation de l'IT fait que l'utilisateur prend le pouvoir et que, en fait, le vrai sujet, c'est qu'il compare l'IT de l'entreprise. Les utilisateurs comparent l'IT de l'entreprise à leur IT personnel, leur téléphone, etc. Et du coup, ça donne une problématique d'adoption des projets qui est assez importante dans les entreprises. Et puis, un truc tout bête, hein, ils sont beaucoup plus nombreux généralement que les utilisateurs sont beaucoup plus nombreux que les clients. Donc, je rebondis sur ce que disait Véronique tout à l'heure sur ces apps. Chez Seb, ils ont un truc que je trouve assez intéressant. Ils ont un truc qui s'appelle, je crois que c'est sous la marque Moulinex, ils ont un truc qui s'appelle le Compagnon, qui est une sorte de Thermomix-like. Et en fait, leur problématique, c'est qu'ils ont le produit qui existe, qui est un produit physique, et ils ont une app qui permet de partager des recettes, donc il y a une dimension sociale. Le problème, c'est que la qualité du produit, elle est imaginée à la lumière de la note de l'app sur l'App Store ou sur le Google Store. Et en fait, c'est l'enfer ce truc, parce que les utilisateurs de l'application donnent en fait un avis sur un produit qui est physiquement assez différent, parce que c'est un truc de cuisson. Et donc, il faut bien faire la différence entre les deux, parce que les utilisateurs prennent vraiment le pouvoir. Et historiquement, la DSI a plutôt initié ces projets avec les clients. Donc, n'oubliez pas les utilisateurs, ils sont puissants. Et votre risque, c'est un risque de rejet. Simplement donc, votre application est très bien, c'est juste que personne ne l'adopte. Et ça, c'est l'enfer. Mais du coup, le client, c'est le métier, en fait, en général. Et du coup, le client, généralement, c'est le métier. Et l'utilisateur, lui, il est un peu partout. Il est assez diffus. Après, j'ai des questions sur les business partners. Est-ce que le business partner peut être dans une autre… Alors, est-ce qu'il peut être dans une autre direction que la DSI? Intéressant. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas être rattaché hiérarchiquement dans les équipes de delivery ou de direction de produit? Est-ce qu'un business partner côté DSI a nécessairement besoin d'un homologue fort côté métier? Je prends juste celle-là parce que je l'adore. Vas-y, lâche pas. Et Isabelle, je laisse répondre sur le reste. L'homologue fort, très souvent, ça s'appelle une AMOA ou une MOA dans les entreprises. Je suis toujours extrêmement frileux sur cette notion de MOA parce que ça crée des niveaux entre le client, la MOA, la DSI, le responsable, le BRM, le chef de projet. On se retrouve avec une kyrielle d'étages entre le vrai client et le développeur. Et ça, c'est toujours assez dangereux. Donc, cette notion d'interlocuteur fort, il faut comprendre qu'il y a des dizaines, voire des centaines d'utilisateurs côté client. Il y a des centaines de développeurs côté DSI. Et il ne faut pas qu'à un moment, ces deux communautés se retrouvent dans un tuyau qui est porté par deux personnes seulement. Ça, je trouve que ça, c'est très réducteur. Donc, il faut essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas ce goulot d'étranglement entre deux personnes qui vont en fait tout gérer. Et ça leur donne une puissance qui est, je pense, pas forcément utile. Maintenant, où est-ce qu'on met les BRM dans l'organisation? Isabelle, une idée? Je rebondis sur le point de puissance, c'est vraiment ça le sujet, c'est qu'il y a des BRM qui deviennent des personnes de toute puissance au sein des DSI et presque pas aussi important que le ou la DSI, mais vraiment incontournable et c'est pas forcément fructueux. Donc d'où le message initialement de dire il faut qu'ils s'engagent au bon niveau, au bon moment, au bon endroit. Et ça fluctue dans le temps et en fonction des contextes. Mis ça à part, est-ce qu'il peut être en dehors de la DSI? De la même façon que ce que vient de dire Jean-Luc, pour moi, c'est reconstituer une MOA. C'est exactement le même message que j'ai, les mêmes réflexes. Et donc, je dirais que ça va refaire un millefeuille. Et l'idée du business partner, c'est qu'il porte la voix du client au sein de la DSI, et pas à côté. Et c'est aussi qu'il porte l'image de la DSI, les propositions et la valeur de la DSI auprès de son interlocuteur client. Et donc, qu'il soit à l'extérieur de la DSI tout en représentant la DSI, ça semble un peu compliqué.
Et de la même façon, porter la voix au sein de la DSI du client semble un peu compliqué. Donc moi, vraiment, je recommande qu'il soit au sein de la DSI et que ce soit un membre à part entière. Deuxième point, pourquoi il ne serait pas dépendant hiérarchique de certaines directions opérationnelles? Ce n'est pas une obligation. Et puis en plus, on sait, en fonction de la taille de la DSI, on ne va pas forcément avoir des électrons libres et un râteau aussi au niveau de la DSI à gérer trop large potentiellement. Donc, ça peut aussi être pratique de le mettre dans une direction. Pour autant, j'ai souvent vu le fait que le business partner joue le rôle de neutralité et vis-à-vis des directions opérations. Le problème, c'est que s'il est dans une direction opération, il va être happé assez vite sur les contraintes opérationnelles et le point de vue de la DSI et perdra ce recul qui lui est nécessaire pour vraiment incarner le client dans l'organisation. Et finalement, c'est une bonne force de pression au sein de la DSI auprès des opérations sur la représentation d'intérêt du client. Donc, c'est idéalement mieux qu'il soit à l'extérieur des directions opérationnelles. Pour autant, parfois, la réalité du terrain oblige une autre modélisation. J'ai une question justement sur les retours au trophée, sur comment est-ce que vous avez maintenu la dynamique après les trophées? Donc, vous êtes revenu avec votre trophée, vous avez bu le champagne. Et ensuite, comment est-ce que, une fois qu'on se dit, bah, super, on avait raison, comment est-ce qu'on maintient la dynamique? Comment ça s'est passé chez vous, Véronique? Est-ce que c'est resté ancré? Est-ce que c'est toujours compliqué, les dynamiques, de les maintenir? Oui, c'est resté ancré, bien que l'année 2020 a été une année un peu particulière. Bon, début 2020, on a créé, nous, 3 postes il s'appelle support métier, mais l'idée, c'était quand même de créer ce rôle de business partner, certes un peu plus junior que ce que vous le décrivez, et un peu plus dans le delivery et dans le facilitateur, et pas encore dans le côté consultant. Par contre, cette posture du consultant, moi, je la demande à tous mes N-1 et à moi-même, en fait. La posture, j'ai beaucoup insisté auprès de tous les collaborateurs sur la posture de chacun des collaborateurs de la DSI qui doit être tourné dans le conseil, dans voilà, comment faire découvrir des nouvelles technos à leurs correspondants métiers, que ce soit un utilisateur, quelqu'un à la machine à café ou une direction métier, quoi. J'insiste pour que tous les collaborateurs de la DSI essaient de monter sur voilà, cette posture de conseil que je trouve particulièrement importante en 2020, en 2021, là où notre expérience personnelle dans nos vies personnelles apporte de plus en plus d'exigences par rapport aux outils utilisés dans l'entreprise. Donc, voilà, il faut démultiplier les forces sur ce domaine, parce que si on demande juste à une personne de tenir ce rôle, c'est difficile. Mais bon, j'y songe quand même à créer ce poste vraiment dédié sur cette question, parce que c'est tellement important, effectivement, avec Jean-Luc, tu en as parlé un tout petit peu, ou Isabelle plutôt, quand vous avez parlé du fait que il y a des boîtes externes qui vont venir, c'est tous les éditeurs de SaaS, par exemple, qui viennent et qui vont draguer nos correspondants métiers. Donc, il faut qu'on soit sur ce terrain-là. Je pense que c'est vraiment essentiel pour avoir un système qui se tient, qui est cohérent et qui répond le mieux possible aux enjeux métiers. Et chez vous, Pôle emploi, comment est-ce que vous avez maintenu cette dynamique, à part les t-shirts La dynamique, on a eu les retombées, on va dire, positives de tout ça pendant quelques semaines, le temps que la communication fasse le tour de l'établissement et nous apporte tous ces retours bénéfiques. Après, comme l'a dit Véronique, l'année 2020 était particulière, donc on s'est retrouvés au mois de mars tous confinés, tous en télétravail, et à la DSI, le portail qui a été valorisé dans le cadre du dossier est devenu
un portail incontournable pour les utilisateurs du SI. Il nous a permis de publier toutes les infos sur comment on se connecte, des actualités, des astuces. Donc, on l'a développé. En début d'année, on avait pu aussi recruter un poste pour travailler spécifiquement sur le portail avec la compétence un peu marketing, justement, qu'on a réussi à valoriser grâce au succès qu'on avait pu avoir avec le trophée. Donc, ça nous a permis quand même de recruter. Et derrière, le portail a vu son audience augmenter au fil des mois. Et on a pu aussi le faire évoluer, pousser ses évolutions en termes de fonctionnalités en interne grâce à la légitimité qui avait permis d'acquérir l'existence même du portail. Donc aujourd'hui, il fait partie de la vitrine et des éléments qui permettent à la DSI de se valoriser. J'en profite pour rebondir sur une des questions qui portait sur les phases de tension avec les métiers, la qualité de service. Justement, on a eu en fin d'année dernière des soucis importants sur le système d'information, des soucis d'accès à des applications cœur métier. La communication, elle a été faite à la fois donc, par le DSI en direct, parce qu'à un moment donné, on avait vraiment de grosses difficultés. Donc, il y a une communication directe du DSI vers l'ensemble des utilisateurs. Et puis, ces communications-là ont été relayées sur le portail Mon Espace SI, donc le fameux portail dont on parle depuis le début. Et on a eu beaucoup de commentaires positifs qui nous ont remerciés d'avoir communiqué, d'avoir donné de la visibilité sur les difficultés rencontrées et sur le fait que la DSI était bien sur le pont pour y remédier le plus vite possible. Donc, voilà. La transparence paye toujours, même si c'est quelquefois des moments un peu compliqués. Mais la transparence paye toujours. Ensuite, j'ai deux questions un peu de l'ordre de un peu plus technique et peut-être qu'avec l'accord des uns et des autres, je vous mettrai en contact. Il y a un sujet sur les portails et les enquêtes de satisfaction utilisateur, c'est-à-dire quels outils vous avez utilisés, etc. Et pour le coup, si vous êtes d'accord, je préfère que éventuellement vous mettre en contact pour échanger parce que je pense que c'est plus ça ouvre plus. Et il y a un sujet aussi sur les clubs utilisateurs. Est-ce que c'est une expérience que vous avez les uns les autres côté Pôle emploi, vous avez des clubs utilisateurs, vous les animez, vous en faites quoi? Oui, on a des clubs utilisateurs, alors même si ça porte pas forcément ce nom-là, mais où l'utilisateur est au centre de la transformation. Si je reviens sur l'exemple du portail, on l'a construit avec l'utilisateur et on a fait des premières versions minimales, mais que l'on a fait évoluer avec lui et grâce à lui, quoi. Donc, c'est tout à fait la démarche centrée utilisateur qui est dans la DSI de Pôle emploi. Et vous, Véronique, vous avez des user groups ou des clubs utilisateurs ou comment vous les faites, comment vous les intégrez en fait à votre réflexion, parce que c'est surtout ça le sujet. Ouais, en fait, la DSI chez Edenred, on développe à la fois le SI pour les utilisateurs internes, et là, on n'a pas de club utilisateur. Et on développe également donc, les applications qui sont utilisées par les utilisateurs, par exemple de la carte ticket restaurant ou d'autres services. Et là, on utilise maintenant des bêta-tests publics sur les applications mobiles. Et c'est extrêmement utile donc, de vraiment travailler les commentaires de nos utilisateurs. Mais ça demande un certain investissement parce que du coup, comme on a plus d'1 million d'utilisateurs. Les bêta-tests, on les fait en général sur un millier d'utilisateurs. On a beaucoup de retours, donc il faut y répondre. C'est amusant parce qu'il y a un certain nombre de clients chez qui on a mis en place des systèmes de rating sur les services en interne, comme on peut faire en externe. Donc, c'est intéressant à chaque fois de dire on fait du bêta-test sur l'externe et sur l'interne, on avait moins la tentation de la faire. Et au départ, nos clients nous disent sur le rating, on va se faire massacrer. Alors, effectivement, il y a rarement du 5 sur 5, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est où est-ce que ça fait mal, où est-ce que les utilisateurs ont mal. Et le simple fait d'avoir du rating, ça permet aux chefs de produit ou peu importe, et au BRM, de dire bon, on a quand même un problème sur ce produit-là, il est mal noté, donc soit ils sont en colère, il faut soit il est vraiment mauvais quand on a quelque chose. En tout cas, c'est un marqueur que je trouve assez intéressant. Et puis le rating fait partie de notre vie partout, quoi.
On appelle le helpdesk, qu'est-ce que vous en avez pensé? On appelle Pôle emploi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Toutes les entreprises, maintenant, ont ce benchmark relationnel et sur les applis, idem. Donc, je trouve que c'est intéressant ce rating en interne. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Laura, tu sonnes la trompe si j'ai raté quelque chose. Il y avait une question en termes de budget investissement et ROI. La démarche est-elle gagnante? Oui. Je réponds. En fait, je réponds oui d'emblée et à votre place parce qu'en fait, je ne sais pas si ça fait gagner de l'argent, mais et sans doute que si, peut-être un peu. Je ne sais pas s'il faut calculer un ROI toujours, mais en tout cas, peut-être pas en euros, mais le ROI, il existe généralement. Enfin, je ne sais pas confirmer, mais je me sentais obligé de répondre. Oui, oui, non, il existe évidemment. Donc, je dirais, ça permet vraiment de développer la relation avec les métiers et donc on en sort forcément gagnant. Ne serait-ce que parce qu'on évite d'avoir des consultants qui viennent voir les métiers et qui finalement vont pas dans le même sens que ce qu'on voudrait, là où on voudrait aller, quoi. Il est 10 heures, donc on va être obligé de conclure. Je vous remercie infiniment, Véronique, Isabelle, Diana et Isabelle, pour votre participation. On est en train de monter avec Isabelle un club justement des responsables marketing et com des DSI. Donc, on a déjà un certain nombre de noms parce qu'on vous connaît, parce qu'on en a croisé en formation, etc. N'hésitez pas à revenir vers Isabelle ou vers moi si ça vous intéresse. L'idée, c'est de faire un certain nombre de sessions par an, c'est pas bien, peut-être 4-5, plutôt en mode codev, avec une thématique, et ensuite de partager des expériences et de trouver des solutions ensemble à vos problématiques autour du marketing et de la com. Donc, c'est extrêmement large. Et puis de créer une petite communauté qui fait avancer ça. J'espère que cette petite communauté aura quelque chose à raconter sur ses travaux au moment des trophées fin 2021, puisqu'on prévoit bien de les faire fin 2021, croisons les doigts. Et donc, si vous souhaitez y participer, surtout n'hésitez pas à revenir vers Isabelle, vers moi, mail, LinkedIn, enfin voilà, nous sommes publics, j'allais dire. Merci infiniment Isabelle, Véronique et Diana et Isabelle pour votre participation. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Ce webinaire sera disponible en replay et on communiquera sur les réseaux sociaux sur sa disponibilité et sa localisation, sans doute sur notre chaîne YouTube. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.